Bonjour à tous et bienvenue pour ce live BCE. Nous sommes aujourd'hui le 9 mars 2017. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir pour la société CMC Markets. Aujourd'hui, donc, nous nous retrouvons pour une émission spéciale concernant la BCE, donc la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale à 13h45 a laissé ses taux inchangés, elle a laissé son programme inchangé. Elle va donc jusque la fin du mois ne plus forcément se positionner sur le marché obligataire, et à partir du mois d'avril, ce ne seront plus 80 mais 60 milliards par mois qui seront déversés par la BCE sur le marché obligataire pour aller jusque la fin 2017. Aujourd'hui, ce ne sont pas les taux qui nous intéressent, ce n'est pas forcément la modification du programme à court terme, puisqu'il ne devrait pas être modifié. Aujourd'hui, c'est plutôt un exercice de dialectique pour le président de la BCE, Mario Draghi. Mario Draghi qui va devoir jongler entre d'une part l'envie de maintenir potentiellement son quantitative easing le plus longtemps possible et de dire même qu'il est prêt à l'augmenter, mais d'autre part à laisser entendre qu'effectivement l'inflation est remontée et qu'à terme, si ça devait continuer d'être le cas, le programme de quantitative easing, c'est-à-dire de soutien au marché, pourrait être diminué. Donc voilà, c'est le paradoxe de la BCE. Elle a envie de voir l'inflation et la croissance remonter, mais elle doit aussi laisser comprendre aux opérateurs qu'elle ne va pas continuer son quantitative easing éternellement, puisque la principale détentrice de dette dans la BCE, c'est bien évidemment l'Allemagne, que l'Allemagne a une croissance robuste par rapport au reste de l'Europe, a une inflation très robuste, supérieure à 2%, plus que partout en Europe, et l'Allemagne, elle a envie que le QE s'arrête. Donc comme d'habitude, c'est un bras de fer entre la BCE qui travaille pour l'ensemble de l'Europe et l'Allemagne qui voudrait faire cavalier seul, qui a de bons chiffres et qui aimerait bien que le quantitative easing s'arrête. Parce qu'en fait, le quantitative easing, c'est quoi? C'est de la dette. Voilà. Et ça, les Allemands l'ont bien compris. Les marchés, eux, l'ont compris, mais c'est le jeu. Depuis 2008, les dettes augmentent, les dettes des banques centrales deviennent faramineuses, mais ça n'inquiète pas plus les opérateurs, notamment tant que les taux ne remontent pas trop et que le coût de la dette reste faible. Voilà, je suis content de vous retrouver donc pour cette émission. Bienvenue à tous, je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Effectivement, bonjour Paul, bonjour Loïc, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Ça fait plaisir également de vous retrouver. Donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Avant toute chose, donc un avertissement sur le caractère purement informatif de cette présentation, ainsi que les CFD à risque limité. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les options de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on va voir ensemble quelles informations nous délivrera Mario Draghi. Le président de la BCE va-t-il modifier sa politique ? On va voir que l'euro est particulièrement résilient, que le CAC est attentiste sous les 5000 points. On va passer en revue des actifs impactés en live. Et puis, bien évidemment, je répondrai à vos questions tout au long de cette émission. Donc, dans un premier temps, je vais répondre aux questions et sur les points clés que je viens d'énumérer, je vais vous en parler. Puis, à 14h30, Mario Draghi va commencer à s'exprimer. Et en parallèle, je lirai les commentaires des journalistes et nous commenterons les mouvements de marché. Alors, quelles informations nous délivrera Mario Draghi? Les marchés s'attendent à des commentaires sur l'inflation, bien évidemment, mais comme d'habitude, Mario Draghi pourrait habilement botter en touche. Mario Draghi va-t-il modifier le programme établi pour 2017? A priori, c'est en cours puisque la BCE pourrait arrêter les achats d'obligations d'entreprise et se focaliser uniquement sur les obligations d'État. Concernant les montants du quantitative easing, ils restent les mêmes et nous allons donc très prochainement passer à non plus 80 mais 60 milliards d'euros par mois. Mario Draghi va-t-il évoquer une éventuelle baisse à venir des montants d'achat mensuels, voire un arrêt à terme des mesures de soutien actuelles? D'après un sondage réalisé auprès d'économistes,
il pourrait en parler à partir du mois de septembre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sera au troisième trimestre 2017 et que l'année 2018 ne sera plus qu'à quelques mois devant nous, 4-5 mois, à ce moment-là, potentiellement, si l'inflation est restée autour des 2%, voire au-dessus, alors Mario Draghi pourrait potentiellement réduire, voire arrêter le quantitative easing en 2018. Mais ça, il y a énormément de conditions à ça. Il faut que ça se passe bien au niveau des élections françaises, au niveau des élections allemandes. Il ne faut pas qu'il y ait de chute des marchés boursiers. Il faut que l'inflation remonte, et on parle d'inflation réelle, pas juste d'inflation avec les prix de l'énergie qui rentrent en calcul et qui la font monter très fortement, puisque il y a un an, les cours du pétrole étaient à 27 dollars. Un an plus tard, ils sont à 50 dollars. Donc forcément, vous avez eu 100% de hausse d'un élément volatile dans le calcul de l'inflation. Donc bien évidemment, il y a eu un effet de base très important. Mais cette inflation, elle est censée redescendre dans les mois à venir. Et l'inflation core, elle, n'est pas censée dépasser les 1%. Donc on voit mal Mario Draghi, dans cette situation, parler d'arrêt ou de ralentissement ou d'arrêt de son programme de QE. D'autant plus, je vous le rappelle, que Mario Draghi, lors des dernières réunions, a continué de dire qu'il était prêt à augmenter son quantitative easing si il y avait une déstabilisation à cause des élections. Et Mario Draghi aussi a ajouté récemment dans un discours qu'il était même prêt à augmenter de nouveau les rachats d'actifs si l'inflation core ne remontait pas plus. Donc, alors que les médias nous parlent d'inflation tous les jours, et ça, je l'avais déjà prévu, je vous le dis dans mes émissions depuis des semaines, on va arriver au mois de février. Au mois de février, on aura l'effet de base le plus fort sur l'inflation, donc tout le monde va nous parler de l'inflation qui remonte, alors que c'est un leurre potentiellement. Donc voilà, je pense que l'inflation ne devrait pas forcément remonter très fortement. Mario Draghi ne sera pas obligé de bouger le petit doigt, voire même il pourrait réaugmenter le quantitative easing en 2018. Alors ça doit vous paraître un peu bizarre, parce que quand on écoute les médias, on voit qu'il y a de la croissance en Europe, que les PMI sont bons, les indices de confiance sont bons, et puis l'inflation remonte. Donc on se dit, on est dans une reprise de cycle économique, la BCE va arrêter son quantitative easing et tout va bien aller dans le meilleur des mondes. Mais la réalité peut être tout autre. N'oubliez pas qu'on est début 2017, qu'en début d'année tout le monde est positif, et puis qu'ensuite on revoit progressivement les estimations à la baisse. Mario Draghi va-t-il évoquer la prudence en amont des élections françaises ? Oui, je pense. Il va nous dire de toute façon qu'il y a les élections françaises, puis après qu'il y a les élections allemandes. Donc il est prudent et prêt à intervenir si nécessaire. Que pense la BCE des anticipations de hausse d'inflation qui plaident pour une reprise de la hausse des prix en zone euro ? Eh bien, nous le verrons. Nous verrons si Mario Draghi s'attache à parler de l'inflation core, ou bien s'il se contente de la remontée de l'inflation à 2%. Si tel est le cas, et qu'il fait un commentaire positif à ce sujet, ça pourrait bien évidemment booster l'euro-dollar à la hausse, car les opérateurs anticiperaient du tapering, et donc ça libérerait peut-être un potentiel haussier sur l'euro. Quel regard porte la BCE sur un éventuel cycle de taux aux USA ? On ne sait jamais. La Fed est potentiellement prête à augmenter ses taux la semaine prochaine, auquel cas l'euro pourrait peut-être être en danger. Quoique, il n'est pas dit que si la Fed monte ses taux, le dollar monte. Ce n'est pas forcément une relation évidente. Donc voilà, on verra si Mario Draghi nous parle de cela ou non, et de quelle façon. Ensuite, donc là, je voulais vous montrer un graphique hebdomadaire de l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar est dans un range depuis 2 ans. Une cassure des 1,0450, les plus bas en données hebdomadaires, changerait la donne et pourrait nous emmener vers la parité. Mais pour l'instant, tout le monde vise la parité, on n'y est pas allé. Les politiques monétaires aux USA et en Europe ne permettent pas d'anticiper la suite, parce que même si la suite vous paraît simple, la suite à court terme, c'est des hausses de taux potentielles aux États-Unis et du QE en Europe. Donc on se dit, ça va forcément baisser. Bah oui, sauf que les États-Unis, ils vont peut-être monter leurs taux, mais ils vont pas les monter forcément tant que ça. Je vous rappelle qu'ils les ont montés qu'une seule fois en 2015 et en 2016. Concernant l'euro, le QE dure, mais à terme, tout le monde pense que le tapering pourrait intervenir, et donc que le QE s'arrêterait, auquel cas ça pourrait ne plus faire pression sur l'euro et qu'il reparte à la hausse. Donc si on devait voir Mario Draghi botter en touche, les taux monter aux États-Unis et l'euro casser les 1,0450, oui, ok, là on peut sortir du range et aller à la parité, mais ce n'est pas une obligation, et un retour vers les 1,10 voire 1,14, histoire de prendre tout le monde à contre-pied, n'est absolument pas inconcevable. Il faut être habitué avec cela sur l'euro.
Concernant le CAC 40, il évolue dans une tendance haussière matérialisée par un canal de tendance. Donc ici, le graphique, c'est un CFD risque limité sur le France 40. L'indice français, il est haussier au-dessus des 4930 points. La résistance se situe à 5000 points. Et tant que les cours sont dans ce canal, eh bien c'est haussier, on peut aller plus haut. Par contre, vous noterez quelque chose, c'est qu'à chaque fois qu'on approche de la borne haute du canal, on latéralise avant de monter. Puis on approche de la borne haute du canal, puis on latéralise avant de monter. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne va pas assister tout simplement à une période de latéralisation qui pourrait même nous réemmener de nouveau dans les semaines à venir sur les 4800 points avant d'éventuellement partir à la hausse et de continuer? C'est une question que je me pose et en tous les cas, ce scénario prend tout son sens avec les échéances à venir. La BCE cet après-midi, le NFP, donc les chiffres mensuels du chômage américain vendredi, et puis la Fed mercredi prochain. Si et seulement si le CAC casse les 5000 et accélère, eh bien écoutez, l'objectif théorique c'est la borne haute vers 5002. Si au contraire on échoue et on repasse sous les 4930, c'est pas forcément un point haut, c'est pas forcément la fin de la bourse, c'est un retournement majeur. Mais c'est un retour potentiel vers des supports de moyen terme testés en début d'année, notamment au mois de février, avant d'éventuellement continuer de grimper. Si bien évidemment on casse les 4740, c'est que là il se passe quelque chose de très important et il faudra alors en prendre note. On va passer sur la plateforme de CMC Markets et là on va ensemble regarder 6 actifs. Ce sont des actifs qui sont tous en données 4 heures sur les 2-3 dernières semaines. Ici, vous avez en haut à gauche le S&P 500 qui est monté très fortement jusque mercredi dernier et qui consolide depuis. Ici, vous avez le CAC. Alors ça, ce sont mes alertes qui s'ouvrent pour les NFP de demain. Donc, vous avez ici le S&P, vous avez ici le CAC 40. Les deux sont dans des canaux de consolidation et approche de support. Le S&P a son support ici en journalier à 2350. En très court terme à 2360, on est dessus. Le CAC 40 est à proximité de son support, les anciens plus hauts de janvier et de février. On notera le dollar sous résistance, l'euro qui tente de se reprendre et l'or qui tente de se reprendre aussi. Quant au pétrole qui est ici en bas à gauche, eh bien gardez en tête que le pétrole a donné un signal baissier fort hier, qu'il a cassé les 50 $ ce jour et qu'il a encore baissé. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 50 $ en cloueur de clôture, les vendeurs ont la main et on peut peut-être continuer de consolider petit à petit. Donc, si Mario Draghi devait se satisfaire de la remontée de l'inflation et évoquer le tapering, du moins quand il répond aux journalistes, on pourrait avoir l'euro qui se reprendrait à la hausse et on pourrait même avoir l'or qui tenterait de faire un rebond technique. Si, au contraire, Mario Draghi reste très ancré sur le quantitative easing, eh bien l'euro pourrait rester sous pression. Par contre, si Mario Draghi est positif pour du quantitative easing ou plus de quantitative easing, ça peut soutenir les indices. Si au contraire Mario Draghi parle de tapering et donc d'arrêt de soutien au marché, eh bien ça peut faire glisser un petit peu les indices boursiers. Alors, on a les... Ok. Les demandes d'emploi aux États-Unis. Ouais, c'est le chiffre qui est sorti tout à l'heure sur ma plateforme. Je me mets des alertes en fait que ça puisse ressortir ainsi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, si vous voulez me poser des questions sur d'autres actifs, sur certaines paires du Forex, sur des indices en particulier, c'est le moment, profitez-en. Ça y est, Mario Draghi rentre dans la pièce. Est-ce que vous avez bien tous compris ce que j'explique par rapport à l'inflation? J'essaie d'être clair, hein, c'est pas toujours évident. On a de l'inflation, mais c'est une inflation qui est haute à cause de l'effet de base qui provient du pétrole. La hausse de l'inflation à moyen terme n'est pas forcément évidente. Et en fait, si vous voulez, il y a 3 raisons qui font qu'aujourd'hui, il ne va pas se passer grand-chose et que Mario Draghi ne va pas forcément changer la donne.
il y a trois raisons qui font que la BCE ne peut pas bouger. La première, c'est l'inflation core qui ne bouge pas et qui montre bien que l'inflation pour l'instant n'est pas vraiment remontée. La deuxième, c'est les échéances politiques. Mario Draghi ne va pas réduire son programme de quantitative easing alors qu'on a devant nous les élections françaises et allemandes qui sont les deux pays les plus importants de la zone euro. Et puis enfin, historiquement, ces dernières années, la BCE, dans des cycles de relèvement de taux, les avait parfois relevés trop tôt. Et ça lui avait été préjudiciable. Donc ce sont toutes les raisons qui font qu'à court terme, eh bien, il préfère ne pas bouger. Alors de quelle couleur est la cravate? Elle est bleue, me dit-on. C'est dingue. Tous les journalistes que je suis, qu'ils soient français, américains ou anglais, avant de tweeter quoi que ce soit sur Draghi, tweetent la couleur de sa cravate. Alors, Draghi voit les taux rester à des niveaux relativement bas, non loin des niveaux actuels, jusqu'à la fin du QE. Donc ça, c'est clair. Donc on garde des taux bas, donc on reste complaisant. Être complaisant, c'est quelque chose qui est bon pour les indices, mais qui n'est pas forcément bon pour l'euro. Ensuite, Draghi, QE will run until ECB system. Voilà, donc le QE durera jusqu'à ce que la BCE constate une inflation soutenue. Donc c'est une inflation qui se maintient et qui reste égale ou supérieure à 2% sur plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. Alors la BCE pourra dire que grâce au QE, elle a potentiellement atteint son objectif d'inflation et elle pourra à ce moment-là réduire ou arrêter le QE. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, donc vous voyez ce qu'il vient de dire dès le début. On garde les taux bas et le QE continue de durer. Ça veut dire que le tapering, c'est pas forcément pour tout de suite. Dans tous les cas, on sent bien que les opérateurs ont envie de faire rebondir l'euro. Donc, Draghi continue de dire que les mesures de la BCE ont préservé des conditions favorables en zone euro. Mario Draghi laisse entendre que les médias, quand il dit les headlines, ça c'est les médias, que les médias parlent de hausse de l'inflation à cause de la hausse des prix de l'énergie et de la nourriture. Néanmoins, l'inflation core reste sous pression et faible. Donc là, Draghi est clair. 1. L'inflation ne remonte pas tant que ça. 2. Je fais du QE. 3. Je garde les taux bas. Donc là, c'est clairement des choses qui font pression sur l'euro et qui soutiennent le CAC 40. C'est la BCE est là, elle est en soutien et elle le reste. Et on continue de regarder l'inflation. Donc pour l'instant, c'est pas favorable à l'euro ni à l'or. Ce qui se passe là, c'est plutôt haussier pour les indices et puis haussier pour le dollar. Et d'ailleurs, si le dollar index devait réussir à casser les 102,25-30, là c'est plus haut des dernières séances, on pourrait voir le dollar accélérer de nouveau et puis l'euro peut-être mettre en danger à terme la zone des 1,05. Mais bon, comme je vous l'ai dit aussi, c'est intéressant de voir ce qu'il se passe là, mais demain avec les NFP à 14h30, ça va encore être extrêmement volatile. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je ferai un live demain à 14h15 pour les NFP. Donc Draghi continue de dire qu'un degré substantiel de stimulus, donc c'est de quantitative easing, est toujours nécessaire. Donc Draghi note que on a une reprise qui est quand même positive. On a également une reprise de la confiance en zone euro qui est plutôt positive.
Mario Draghi, en gros, vend son plan de quantitative easing en disant que le quantitative easing aide à remonter l'inflation, mais qu'elle n'est pas encore assez remontée, que la BCE garde des taux bas et fait du QE et que ça crée les conditions favorables à la reprise économique, à la reprise de la confiance. Mario Draghi laisse entendre qu'il y a un retour de l'investissement aidé par des conditions de financement positives, conditions de financement créées justement par la BCE puisqu'elle maintient des taux bas. Mario Draghi appuie encore une fois là où ça fait mal en disant que la zone euro manque de réformes structurelles. Mario Draghi voit tout de même les signes d'une reprise assez importante globalement, donc en zone euro et ailleurs. Et ça, c'est plutôt positif, c'est ça qui fait un peu réagir l'euro, parce que, en gros, tout commentaire positif sur l'inflation, sur la zone euro, sur les perspectives économiques, tout commentaire positif, ça veut dire qu'à terme, le QE peut s'arrêter, donc ça fait monter l'euro. Tout commentaire du type le QE doit continuer, je suis prêt à l'augmenter, les taux vont rester bas, la reprise économique n'est pas encore confirmée, ça c'est des choses qui ont tendance à faire pression à la baisse sur l'euro. Alors, les prévisions. La BCE remonte son objectif de croissance pour 2018 de 1,6 à 1,7. La BCE laisse inchanger sa perspective de croissance en 2019, 1,6. Et pour 2017, donc cette année, elle voit 1,8% de croissance contre 1,7% en décembre dernier. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc en gros, la BCE révise de 0,1 point ses prévisions de croissance pour 2017 et 2018. Ça doit devenir fatigant pour Mario Draghi ces dernières réunions de la BCE parce qu'il nous dit à chaque fois la même chose. La reprise est lente mais elle se confirme. Pour que la reprise puisse pleinement se faire, il faut des réformes structurelles. Parce qu'il y a une reprise globale de la croissance un peu partout et de la confiance, eh bien, ils relèvent un petit peu leurs perspectives de croissance. Apparemment, la BCE relève aussi ses perspectives d'inflation de 1,5 à 1,6 pour 2018. Donc vous voyez, la BCE ne vise pas 2% d'inflation en 2018. Elle n'y croit pas elle-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une très grande chance que le quantitative easing de la BCE continue en 2018. Moi, je le pense depuis la fin 2016. Depuis la fin 2016 où Draghi a dit « je vous rajoute 8 mois de QE en 2017 » et on verra après. Depuis, il nous dit que la croissance est là mais que c'est pas non plus très bien, que l'inflation est là mais que c'est pas suffisant, qu'il n'y a pas de réforme structurelle, et qu'il y a des risques avec les élections, etc. Donc en fait, qu'est-ce que fait la BCE ? Eh bien, elle botte en touche. Elle essaye de continuer de justifier que ça va, mais pas assez bien pour qu'elle se retire. Vous comprenez bien quand même que c'est grave ce qui se passe actuellement. Parce que les médias titrent reprise économique en zone euro. Tout le monde nous dit qu'on est sorti de la crise de 2008, alors que le PIB européen est tout juste revenu au niveau de 2008, là un petit peu dépassé. Mais au niveau du chômage, au niveau de l'inflation, au niveau des réformes structurelles, etc., c'est pas génial. Et donc en fait, la BCE essaye de pallier à ce manque de dynamisme économique en injectant de la liquidité qui, je le rappelle, est de la dette qu'il crée sur vous et vos enfants. Quand la BCE a lancé son quantitative easing 2015, tous les Européens ont contracté ce jour-là une dette de 8 000 € par tête. Voilà. Et c'est fait pour quoi ? C'est fait pour acheter des obligations. Et de quel pays on achète le plus d'obligations ? De l'Allemagne, qui se plaint que le quantitative easing soit toujours en place.
Alors, Paul nous dit, est-ce que si l'inflation arrête de monter, si le pétrole consolide, les indices monteraient? Car si l'inflation est plus faible, pas de sortie de QE, donc hausse des marchés. Alors, c'est pas évident, Paul. Si l'inflation arrête de monter, le pétrole consolide, les indices monteraient? Car si l'inflation est plus faible, pas de sortie de QE, donc hausse des marchés. Oui, ça peut fonctionner en zone euro. C'est-à-dire, moins ça va bien, plus il y aura de QE, donc c'est un soutien aux indices. Mais quand même, globalement, vous comprendrez que s'il y a moins d'inflation, moins de croissance, c'est que ça va moins bien au niveau économique. Et même s'il y a du QE, le QE dans ces cas-là ne permet pas de monter. Il permet de ne pas chuter, Paul. Vous voyez la différence? Alors que les États-Unis, eux, ils sont complètement sortis de ce schéma-là. Aux États-Unis, c'est plus il y a d'inflation, plus on va monter les taux, mais ça veut dire que tout va bien, parce que s'il y a de l'inflation et si on monte les taux, c'est qu'il y a de la croissance économique, c'est qu'il y a de la reprise, de la hausse des salaires, un marché du travail dynamique, etc. Donc, j'aurais tendance à dire que si l'inflation baisse et que le pétrole consolide, les indices européens pourraient être soutenus, parce que ça voudrait dire que le QE continue. Par contre, les indices américains, eux, rechuteraient de nouveau. Parce que pendant des mois, on nous a dit c'est fragile aux États-Unis, donc on ne peut pas trop remonter les taux. Si on remonte les taux, ça va fragiliser les choses. Et maintenant, on nous dit ça va tellement bien aux États-Unis qu'on doit se dépêcher de monter les taux. Le problème, c'est qu'on est peut-être dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire qu'on est dans une période où les fondamentaux économiques s'arrangent un petit peu avant de chuter par la suite. Et on est en train de tout faire comme si on était en train d'avoir une reprise économique mondiale et tout le monde est en train de revoir à la hausse ses perspectives d'inflation et ses perspectives de croissance. Mais il va falloir délivrer après. Il va falloir délivrer. Alors Paul me dit donc les marchés européens surperformaient les US dans ces cas-là. Non, non. Non, les marchés européens ne surperforment jamais les marchés américains. J'ai toujours trouvé cette dialectique rigolote. Les indices américains sont les indices directeurs. S'ils baissent, les indices européens baissent. S'ils montent, les indices européens montent, mais souvent avec une certaine sous-performance. Il y a moins de chômage aux États-Unis, il y a plus de croissance aux États-Unis, il y a plus d'inflation aux États-Unis. Donc voilà, c'est tout. Les indices américains sont les indices directeurs et les indices européens suivent. Il y a des périodes où il y a, on va dire, une resynchronisation ou bien une surperformance de très court terme des indices européens, un petit peu pour rattraper leur retard par moment. Mais globalement, non, si ça baisse, ça baissera fort en Europe, moins fort aux US. Si ça monte plus fort aux US, moins fort en Europe. Vous regardez le graphique d'écart de performance entre 2008 et 2017 des indices européens et américains et vous voyez qu'en fait, tous les mois, globalement, la performance entre les deux augmente. L'écart de performance augmente et voilà. Ça fait 15 ans que je suis la bourse, ça fait 7-8 ans minimum que je suis analyste boursier. Des articles de journalistes ou d'analystes pour dire que les indices européens pourraient faire leur rattrapage pour telle ou telle raison, j'en ai lu des centaines et ça n'a jamais fonctionné. Voilà. Paul me dit l'inflation en Chine de cette nuit est une première réponse. Alors l'inflation en Chine de cette nuit, elle n'était pas très bonne. Elle était à 0,8%, elle était au plus bas depuis 2 ans. Et étant donné que c'est en Chine qu'il y a beaucoup de croissance et d'inflation et que généralement la Chine, elle redistribue en fait son inflation aux autres zones économiques avec lesquelles elle travaille, si l'inflation en Chine commence à battre de l'aile, ça ne va pas aider à la reprise globale de l'inflation. Alors après, Philippe me dit qu'il faut faire attention avec les chiffres aux États-Unis, que les statistiques paraissent florissantes et qu'effectivement, ce n'est pas forcément le cas. Alors oui, ça c'est un débat éternel. On a conscience que les actions américaines sont au plus haut, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Les actions américaines sont au plus haut parce qu'il y a un certain désaveu des autres marchés par les investisseurs et les fonds internationaux. Et ce sont les actions américaines qui sont préférées parce que ce sont les moins pires ou les moins dangereuses.
Les chiffres du chômage aux États-Unis, c'est pareil. On dit qu'il y a une pleine croissance et que tout va bien. Dans ces cas-là, il faudra m'expliquer pourquoi il y a 40 millions d'Américains qui, tous les mois, demandent des bons alimentaires pour pouvoir se nourrir. Donc voilà, il y a des paradoxes au niveau des chiffres américains. On voit aussi certains titres être sur leur plus haut annuel ou historique alors que les sociétés ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent. Il y a aussi les rachats des actions par les entreprises. Les entreprises américaines, avec leur liquidité, rachètent leurs propres titres et font donc monter leur cours de bourse. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui font qu'il faut rester dubitatif. Mais en attendant, quand on trade en bourse, on suit ce que suivent les traders professionnels et les hedge funds. Les traders professionnels, les hedge funds, tout ça, investissent en fonction de l'appétit pour le risque qu'il y a sur les marchés financiers, qui est souvent plus ou moins drivé par les médias. Voilà. Donc les médias ont décidé de jouer la carte à fond de la reprise économique et de l'inflation dans toutes les zones, aux États-Unis, en Europe, en Chine. Est-ce que c'est une véritable reprise qui pourrait durer 2-3 ans ou est-ce que c'est l'œil du cyclone avant un retour à la réalité? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on est sur le pont tous les jours pour en discuter ensemble et que le jour où les indices se retourneront à la baisse et casseront des supports, on sera là pour en parler. En attendant, les indices restent dans des tendances haussières. Daniel nous dit « La dette américaine arrive à 20 000 milliards, plafond légal courant mars. Cela va-t-il influencer la Fed ?» Pas du tout, Daniel. Pas du tout. Oui, si les taux montent, le coût de la dette va augmenter plus vite aux États-Unis, mais la dette n'est pas un problème aux États-Unis. La dette explose les plafonds d'année en année. Il y a un peu plus d'un an, je me souviens que les marchés étaient stressés parce qu'on arrivait sur le plafond de la dette, le debt ceiling aux États-Unis, et si ça se trouve, les États-Unis allaient se retrouver en défaut de paiement, en faillite. Non mais vous pensez vraiment que les États-Unis, première puissance mondiale, tout juste à cause d'un plafond légal, vont se mettre en faillite? Absolument pas. Ils vont prendre le plafond, ils vont tirer un trait, le mettre un cran au-dessus, et puis quand on y arrivera dans un an et demi, de nouveau, ils le relèveront, et ainsi de suite, tant qu'on sera dans une logique de création massive de dettes à travers le monde. Fiscal Cliff, oui, merci Philippe. Alors, je regarde si j'ai d'autres commentaires intéressants. Donc en gros, Mario Draghi s'est quand même pas mal lancé des fleurs, hein. Il a dit qu'il y avait les conditions de crédit, les conditions de reprise, qu'il y avait tout, que la BCE avait bien fait son travail et qu'elle avait favorisé une reprise économique et une reprise de l'inflation, mais que les pays, sans faire les réformes structurelles, ne l'aident pas. Voilà. Donc là, Mario Draghi, il ressemble un petit peu à Kuroda maintenant au Japon, c'est-à-dire qu'il y a un programme de quantitative easing qui est en place, il est historiquement fort, et ils ne peuvent pas changer grand-chose dans leur programme en fait. Ils ne peuvent que constater au mois le mois si effectivement l'inflation, la croissance remonte. Et si c'est le cas, ils s'en félicitent. Et si ce n'était pas le cas, eh bien, ils diront qu'il faut continuer à faire plus d'efforts et qu'il faut continuer à faire du quantitative easing. Et puis voilà. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Donc vous l'aurez compris, la BCE botte en touche, pas de modification de taux, pas de modification du programme. Les taux restent bas, la BCE reste en soutien, ça soutient bien évidemment les indices et ça fait un petit peu pression sur l'euro. Alors sur l'euro, je préfère dire qu'on est dans un range entre 1,05 et 1,0630 et attendre la sortie de ce range pour la suite. Si on casse un 0,630, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que même si les opérateurs savent que Mario Draghi veut garder son quantitative easing et ne pas le réduire tout de suite, c'est que potentiellement, il y a des anticipations. Si on casse les 1,05, c'est que potentiellement le dollar explose, qu'il casse sa résistance, qu'il monte et voir que les Américains montent les taux par la suite. Voilà. Julien dit l'euro 50 semble pousser en ce moment vers le haut de son triangle. Y a-t-il un lien avec l'intervention de la BCE? En fait, l'euro 50, c'est l'indice Eurostoxx 50 qui reflète les actions européennes, Julien. Donc, c'est un peu le patron des indices européens.
Donc, quand Mario Draghi dit qu'il veut continuer de maintenir des taux bas et son quantitative easing, c'est un soutien inconditionnel pour les marchés financiers, pour les marchés boursiers, notamment les indices européens, les actions européennes. Donc, l'Eurostoxx, comme le CAC, comme le DAX, profitent du discours que Mario Draghi est en train de faire, en fait. Alors Draghi laisse entendre que la BCE a retiré la mention selon laquelle elle pouvait faire appel à tous les instruments possibles. Souvenez-vous, Mario Draghi à une époque avait dit nous allons aider l'euro, la zone euro, whatever it takes. Alors c'est très important ce qui vient de se passer là et c'est pour ça que l'euro monte. Avant, Draghi disait nous utiliserons tous les outils à notre mesure pour pouvoir intervenir. Et là, la BCE laisse entendre que non, elle n'est plus prête à utiliser tous les outils. C'est la phrase importante. Donc ça, c'est vraiment majeur. Donc c'est ça qui fait monter l'euro-dollar. Donc la BCE se fixe quand même des limites. Elle dit qu'elle est là, elle dit qu'elle garde les taux bas, elle dit qu'elle fait du QE, elle dit qu'elle verra plus tard, mais bon, elle nous laisse entendre qu'elle va utiliser de moins en moins d'outils, elle nous laisse entendre qu'elle va ne plus faire d'achat sur l'obligataire entreprise. Voilà, il y a quand même, comme je vous le disais, une volonté des opérateurs de spéculer sur l'arrêt du quantitative easing à terme et donc de faire monter un peu l'euro. Et donc l'euro, s'il reste soutenu et qu'il remonte vers un 0,630 ou plus, on aura un double échec sur le dollar et on aura un range qui se créera sur le dollar avant le NFP de demain. Le CAC 40, faites bien attention parce que on a eu une consolidation et là on végète à plat. On a touché le support tout à l'heure et on y a encore réagi positivement. Mais rien n'est fait. On peut très bien latéraliser avant d'éventuellement baisser par la suite et d'avoir une consolidation plus profonde. Donc, soyez bien prudents. Tant que les 4935,40 tiennent, les acheteurs ont la main. Si on passe dessous, la donne pourrait tout à fait changer au profit d'une correction. Pour l'instant, on a eu une forte hausse aux US, une stabilisation à plat et ça tient. Si ça tient et qu'on sort des canaux baissiers et qu'on relance, pas de souci. Mais par contre, si on végète et qu'on vient ensuite, en fin de semaine, à mettre en danger les supports, là, il faudra être prudent pour la semaine prochaine. Bon, l'euro, c'est pas non plus un rebond dantesque, mais c'est un rebond. Je m'attendais potentiellement, même s'il ne le veut pas, même s'il ne veut pas le laisser sous-entendre, même s'il ne veut pas parler de tapering pour l'instant, Mario Draghi, petit à petit, nous donne des petits indices quand même qui plaident pour cela. Donc en fait, il a commencé par nous dire « je vais garder les taux bas, je ne bouge pas le quantitative easing », mais après, il nous a quand même révélé qu'il n'était plus prêt à utiliser tous les instruments et ça c'est quand même très important. Bon, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Je pense qu'on est en phase. Je vais donc vous laisser là. Sachez que je fais donc un point supplémentaire à 15h45, dans 45 minutes après l'ouverture aux États-Unis. On parlera des matières premières, du forex, des indices et de certaines actions. Si ça vous intéresse, vous allez dans le site de CMC Market, rubrique formation, événements et webinaires. Et vous verrez, il y a les informations pour s'inscrire au quart d'heure US, donc tout à l'heure, au live NFP de demain, à des webinaires plateformes la semaine prochaine, au live fête de la semaine prochaine, etc. Donc prenez bien note de tout cela. Et puis je vous retrouve soit tout à l'heure à 15h45, soit demain matin pour la matinale à 10h, ou bien plus tard la semaine prochaine, ou bien sur YouTube. Dans tous les cas, je vous salue tous. Je vous remercie à tous pour vos questions. Et puis j'espère encore une fois que cette émission vous a plu. Là c'est amusant parce qu'on a le dollar qui monte et le CAC qui monte. Donc Draghi a réussi à dire qu'à court terme il maintenait le QE et ça maintient les indices. Mais il laisse entendre qu'à moyen long terme ça pourrait changer. Et donc l'euro en profite. Donc on a, et c'est rare, l'euro et le CAC qui montent ensemble de concert.
Bah, en tous les cas, il a bien fait son boulot. L'euro n'explose pas non plus, il peut peut-être grimper un petit peu, mais c'est pas ça qui va gêner la BCE. Et les indices restent soutenus, donc c'est une bonne chose. Belle opération de com réalisée. Et en tous les cas, j'ai bien noté en début d'émission qu'il avait botté en touche sur tout, mais vous voyez la phrase importante, et je vous l'ai bien dit tout à l'heure, la phrase importante, c'est que euh, la BCE n'est plus prête à utiliser tous les outils à sa disposition. Ça n'a pas l'air pourtant de déranger les acheteurs d'indices boursiers, notamment sur le CAC 40. Les investisseurs à court terme, je pense, se satisfont du fait que le quantitative easing ne bouge pas. Voilà. C'est comme si le CAC 40 réagissait au QE de court terme et que l'euro anticipait déjà le tapering échéance 2018. Vous voyez, c'est comme si ces deux actifs n'étaient pas branchés sur la même unité de temps. Là, on est content à court terme que la BCE maintienne son QE et pour plusieurs mois, alors que là, on sent déjà ça tente de frétiller un petit peu à la hausse parce que à long terme, la politique pourrait changer. Et puis bien évidemment, le fait que la BCE relève ses estimations de croissance, c'est une bonne chose pour les indices également. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vais la publier sur YouTube et puis je vous retrouve à 15h45 pour le quart d'heure US. Au revoir à tous.